Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous accueillir pour un nouveau podcast du monde d'à peu près. Alors aujourd'hui on a toujours notre stagiaire, on va essayer encore une fois, parce que la dernière fois je ne sais pas si c'était concluant, mais Amélie Paul est toujours avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici, merci de m'avoir donné une chance. Une deuxième, hein? Une deuxième chance. Oui. Et il y a les habituels, Nico et Ludovic. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut Ludo. Ouais. Du coup, Voilà, Ludo s'est foiré, c'est pas grave. Et on a deux invités du collectif Next Dose, Guillaume et Sébastien. Vous avez écrit un bouquin. Je vais d'abord vous demander de vous présenter pour que les auditeurs qui nous écoutent sachent à qui on a affaire. Qui veut commencer, Guillaume peut-être ? Allez, bonsoir à tous. Moi, c'est Guillaume Bousquière. Je suis naturopathe depuis une bonne dizaine d'années. J'ai une seconde fonction, je suis infographiste. Voilà, ça fait une vingtaine d'années aussi que je travaille dans la communication. Nous avons donc... je vais laisser présenter Oui, on va laisser Sébastien. Sébastien se présenter rapidement. Bonjour à tous, moi je suis infirmier. J'ai retrouvé mes fonctions il y a peu, puisque j'ai été suspendu pendant 22 mois par le gouvernement et j'avais interdiction de travailler en tant qu'infirmier. Mais en plus d'être infirmier, je suis laborantin, donc je suis habitué à manipuler des microscopes et à regarder à travers, ce qui a été fort utile pendant presque 2 ans, enfin au moins 1 an, pour comprendre un petit peu ce qui en était de ces injections, pour comprendre en fait ce qui a été injecté. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce cadre, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « La vie de 2 soignants bien emmerdants ». Parce que ici, il faut savoir, dans le monde à peu près, on reçoit des gens emmerdants. Et pourquoi vous êtes emmerdants d'ailleurs ? On est aussi emmerdant qu'emmerdé, en fait. C'est ça. Parce que ce qu'on a trouvé dans les injections géniques ou autres, les injections globalement contre la maladie Covid, n'ont rien d'anodin et sont certainement pas des vaccins. Juste avant, pour que les auditeurs sachent ce que vous avez fait. Donc vous avez fait des analyses de sang, c'est ça ? Alors, ce ne sont pas des analyses, ce sont des observations, soit des injections pures, des flacons en fait, soit effectivement d'une goutte de sang d'une personne qui a été injectée ou non injectée. Et on essayait de comparer un petit peu les résultats pour voir qu'est-ce qui pouvait en ressortir. Vous avez fait ça sur combien d'échantillons à peu près Vous savez à peu près ce que ça représente En termes d'échantillons vaccinal, Ouais. on a fait ça sur 14 échantillons. Par contre, les observations ont été multipliées des dizaines et des dizaines de fois. Parce qu'une expérience ou une observation, pour qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit honnête, sincère et reproductible. est-ce que ça a été facile de vous procurer les injections? J'étais encore infirmier, donc ça ne posait de problème à personne. J'ai pu récupérer ce que je voulais et j'ai pu regarder tout ça au microscope avec Guillaume pour comprendre tout ça. Mais ça nous a pris un temps considérable. Il faut comprendre qu'on a observé tout ça pendant, à raison de 4-5 heures par jour pendant 9 mois, tous les jours. Ça a commencé à quelle date, ces observations ? Moi, j'ai été remercier mes services après 28 ans de service le 14 septembre 2020. Et ça a commencé à partir de là. Parce que comme j'ai perdu mon emploi, 2021. j'ai perdu ma maison et j'ai pu acheter un microscope. La vente de ma maison m'a permis d'acheter quelque chose de sérieux. Mais ce n'est pas suite aux observations, aux travaux que vous avez faits, que tu as perdu ton emploi. Non, moi j'ai perdu mon emploi le 14 D'accord. septembre. D'accord. 2021, c'était 2021, oui. Ouais. Et à partir de là, comme j'avais récupéré un petit peu d'argent de la vente de la maison, j'ai acheté un camping-car pour survivre et pour pouvoir continuer d'accueillir mes enfants. Et il restait un peu d'argent, donc avec Guillaume, qui avait aussi un peu d'argent, on a profité pour acheter un groupe microscopique équipé d'une caméra, plus un ordinateur assez puissant pour gérer l'image, et on s'est lancé dans les observations. En fait, il s'est passé à peu près 6 mois entre le moment où il a été suspendu et le moment où il a dû vendre sa maison, enfin pu vendre sa maison, le temps que la vente se fasse. Donc on a dû commencer à faire les premières observations avec un microscope de fortune, c'était assez intéressant. Et puis quand on a pu acheter le microscope vraiment un petit peu plus important en termes de gamme, c'était peut-être au mois d'avril, un truc comme ça, au printemps en tout cas 2022. Et on a passé, on a travaillé jusqu'à fin août pour sortir le premier film qui s'appelle Next Dose 1,
où sont passés nos scientifiques. Et on l'a sorti le 11 septembre l'année dernière, en référence symboliquement à certains événements. En référence à Tout à fait. C'était voulu la sortie de la date? Tout à fait. Ah oui, La d'accord. date était choisie. Bon. On sait aussi travailler sur les dates. Ah, vous êtes des emmerdeurs, oui. Et effectivement. écoutez, Oui, comme oui. on nous emmerde avec tout un tas de choses, autant qu'on rende un petit peu la balle. Oui. Donc, Vous avez observé quelque chose d'anormal dès le départ? Comment ça s'est passé? Déjà, quand on a commencé à regarder avec le microscope de base, microscope qui n'était pas très très performant, on était un peu surpris de ce qu'on voyait. Et c'est pour ça que ça a sollicité notre curiosité et qu'on est allé chercher un microscope plus conséquent, de marque allemande, je ne vais pas le nommer, mais c'est une référence, donc et autant s'en servir. Et effectivement, quand on a commencé à regarder les solutions pures, on n'a pas compris. On n'a pas compris ce qu'on voyait. Non, non. On a comparé avec d'autres vaccins ordinaires, des vrais vaccins pour le coup, et ça n'avait rien à voir. Donc on s'est retrouvé à observer des choses sur les injections anti-Covid. On s'est retrouvé dans un univers complètement différent. Vraiment une terre inconnue. Mais est-ce que ça se décrit? Qu'est-ce que vous avez vu? On n'y Alors, connaît rien, nous, mais... Amélie, tu vois pas qu'ils essaient de ménager un suspense, tu vas pas nous... Et toi, tu veux nous donner le nom du meurtrier alors qu'on parle depuis même pas 10 minutes, là. Détends-toi un peu. C'est professeur Violet. avec la hache. Ouais, c'est ça, dans la salle de bal. Globalement, on peut dire qu'il y a trois grandes familles. Quand on observe ces injections, on a du minéral, qui ressemble à des bris de verre, comme des carreaux glacés. Comme du verre Comme du Ouais. verre cassé, voilà. Mm. Et ensuite, on a observé de l'organique, donc des choses organiques qui n'ont vraiment rien à faire là-dedans, notamment des parasites qu'on a vu naître. On avait des œufs de parasites. On a vu les des œufs naître. d'abord. Oh. On a vu des œufs, puis des cellules. Et puis après, des parasites développés, quoi, qui commençaient à bouger. Alors pour les auditeurs, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, expliquez peut-être un peu ce que c'est qu'un parasite, la différence entre un parasite et un virus. Hein. Est-ce que vous savez les parasite- spécificités du parasite? Oui. Le parasite, en fait, il vit aux dépens de l'hôte. Donc il va profiter de l'autre et de l'hôte pour se développer, gagner en force et épuiser les cellules hôtes. Là, le parasite en question, nous, on l'a apparenté à une famille particulière qui est la famille de la maladie du sommeil. C'était déjà très très surprenant. Alors, apparenté parce que c'est pas exactement ça. Par contre, on l'a vu grandir au microscope. En 20 minutes, on l'a vu se développer. Après, il n'y a pas forcément qu'une seule chose, parce Oui. quand on observe les œufs, ils font vraiment penser à des œufs d'ascaris. Donc là, c'est une autre famille aussi de parasites. Puis il y avait ça dans les 14 échantillons? Non, pas Non, forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que chaque échantillon a ses spécificités. Par contre, on retrouve systématiquement, on va dire, 3 catégories, c'est-à-dire du biologique, en l'occurrence chez certains du parasitisme, du biologique, du minéral et du synthétique. Et là, on est on a été très très surpris et on a fait des centaines et des centaines de photos et de vidéos sur chacun des 4 injections qui étaient autorisées en Europe. Et on retrouve systématiquement les mêmes éléments d'un flacon à l'autre. Donc voilà. En synthétique, par exemple, on a clairement analysé et on a partagé tout ça avec d'autres scientifiques, des vrais scientifiques, et qui nous ont confirmé ce qu'on supposait, à savoir que la partie synthétique, en fait, il s'agirait certainement de micropuces. Voilà, des micropuces, donc on le sait, elles font quelques centaines de micromètres, donc c'est relativement petit pour nous. On précise que c'est des puces donc, technologiques, pas Oui, des puces... des puces, oui, tout à des fait. puces synthétiques Mon technologiques. Dieu, les c'est vous. complotistes avaient raison. C'est vous, c'est Amélie, vous qui calme-toi. avez qui les avez identifiés comme des micropuces? Alors déjà, non, au début, notre première observation était sans équivoque. Pour nous, il n'y avait pas trop de doute. Mais on a eu la chance d'avoir l'appui de certains scientifiques avec des microscopes beaucoup plus puissants et ils nous ont confirmé. en fait, nous, on a bien vu tout de suite qu'il s'agissait de microtechnologie. Parce qu'on a vraiment quelque chose de caractéristique qui est en forme rectangulaire ou carrée et qui sont en monocouche. Très très D'accord ? fine. Très très fin, transparent, en monocouche. Donc assez caractéristique. Et parfois, on avait d'autres éléments, comme par exemple une sorte de micro-antenne. Donc on voit clairement qu'il y a différents types d'éléments qui mènent à de la microtechnologie.
on est vraiment sur de l'ordre du micromètre. C'est-à-dire, en gros, on est à peu près sur la taille d'une cellule, d'un globule blanc ou d'un globule rouge. Des fois, on va dire, pour les plus petites, on est sur du 20 micromètres, pour les plus petites puces, et pour les plus grandes, elles font jusqu'à 100 ou 150 micromètres. Donc, ça fait entre, on va dire, 3-4 globules rouges en taille, et jusqu'à 10 ou 15 globules rouges, pour les plus grosses. Est-ce que c'est la même chose, la même échelle que ce qu'on appelle les nanotechnologies ? Et c'est là où on n'est pas d'accord avec certains, enfin pas d'accord entre guillemets, mais sur l'appellation, on est assez précis. Sur le microscope, on peut observer de l'ordre du micromètre, donc 10 puissance moins 6 mètres. Donc tout ce qu'on observe nous, des globules rouges, des globules blancs, des parasites, des micropuces, ce sont de l'ordre du micromètre. Donc on parle de micropuces et pas nanopuces. Quand on observe une injection à ARN messager, on est sur de la nanotechnologie, où on est sur des nanoparticules, excusez-moi pour le coup. Et les nanoparticules, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc c'est 1000 fois plus petit que ce que nous, on devrait observer au microscope. Donc nous, on ne peut pas observer l'ARN messager. Par contre, on observe énormément d'autres choses. Et ça pose un sérieux problème. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas déclarés dans les flacons, qu'on observe au microscope très facilement. Est-ce que ces micropuces, vous avez pu leur définir une fonction ? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente, à quoi ça servirait, à quoi ça sert ? Alors, on a travaillé ça avec ce genre de dossier avec chercheurs des chercheurs qui nous ont confirmé que c'était donc des micropuces. Ces micropuces étaient communicantes. Elles pouvaient à la fois recevoir et donner des informations. Elles travaillent dans les deux sens. C'est normal, hein, c'est aussi un émetteur et récepteur. Alors, qu'est-ce qu'elles échangent ? On a une petite idée, on sait que c'est beaucoup d'informations, beaucoup. D'informations biologiques, ça peut être la température du corps, ça peut être le battement cardiaque, ça peut être le taux de glucose dans le sang, etc. Ça fait différents paramètres, mais ce sont des hypothèses, on n'a aucune idée pour l'instant de ce qui peut être récupéré ou pas. Mais ce sont des hypothèses de travail, parce qu'en fait, il y a déjà énormément de documentation qui sont publiées. Il y a plein de publications scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là pour amener de la microtechnologie médicale. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement dans vos recherches peut-être des brevets qui vous ont mis la puce à l'oreille ? J'ai envie de dire. Bien joué. J'ai cru que c'était Amélie qui allait nous faire un truc pourri comme ça. Bravo la mine. C'est plutôt ton genre, toi, Nicolas, franchement. Oui. On s'égare, on vous écoute, messieurs. Alors bien sûr qu'il y a des brevets, il y a des publications scientifiques, il y a tout un tas de choses. On l'a marqué dans le livre, hein, on a tracé tout ça et marqué toutes nos références. Moi, j'ai traduit peut-être une centaine de publications scientifiques. À la base, je suis assez mal à l'aise avec l'anglais, même si je me débrouille. Mais j'ai passé des heures et des heures et des heures à traduire des publications. Et j'ai compris pas mal de choses grâce à ça. Après, il y a des sites très intéressants comme Giuseppe, le fondateur de Cocopelli, des semences paysannes naturelles et bio, reproductibles, qui a monté un site qui s'appelle Xoxipédie. J'arrive jamais à le dire. Ça commence par un XO, Peli, après PE2LI. Et donc lui, il parle énormément de tout ce qui est nanotechnologie, microtechnologie, graphène, etc. Et il cite des études scientifiques qui résument assez succinctement et n'importe qui peut comprendre. Donc ça aussi, ça permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, où sont les recherches actuelles et où on en est, et où ils en sont, en tout cas eux, et pour mieux comprendre ce que nous, on pourrait observer dans ces flacons. Donc ça pourrait être l'explication, parce qu'il y avait eu une étude qui avait été effectuée, on se rappelle, je pense que c'est dans un documentaire, je me rappelle du nom, mais où il y avait des personnes qui émettaient un code MAC. Donc c'est un code qui permet justement de se connecter à du Bluetooth, par exemple. Tout à fait. Donc c'est ce qui pourrait expliquer, par exemple, le code MAC généré par ces personnes, ce serait éventuellement, en parlant d'hypothèse bien entendu, ces puces que vous avez retrouvées dans l'observation de ces flacons. Tout à fait. Ça correspondrait. On est sur cette base de travail-là. On n'a aucune certitude, mais en tout cas, c'est ce qui est le plus cohérent. Et nous, dans tous les essais qu'on a pu faire, même si ce n'est pas notre leitmotiv et notre priorité, parce qu'on préfère faire les observations au microscope, mais en même temps, on a beaucoup regardé ce sujet-là avec importance, parce que c'est ce qui nous a intrigués dès le début. C'est-à-dire que les personnes qui sont injectées, on va dire 7 fois sur 10, émettent une adresse MAC. Une adresse MAC, c'est quoi ? C'est un identifiant unique qui permet à deux objets connectés de communiquer.
Et en fait, nous, on a réussi à capter ces adresses MAC, donc très souvent chez des personnes injectées, et surtout jamais chez une personne qui n'avait pas été injectée. Donc ça nous pose quand même de sérieuses questions. Effectivement, on se dit, bon, jusqu'en 2016, on parlait des objets connectés, Internet of Things, IoT, et depuis 2016, il y a Ghislaine Boddington qui a inventé le terme Internet of Body, Internet des corps. Donc ils ont déjà déployé en fait sur le papier ce qui est l'Internet des corps humains. Et d'ailleurs, quand ils vont déployer la 6G en 2030, ce sera l'Internet des corps qui passera de corps à corps. Il n'y aura plus besoin de fil, il n'y aura plus besoin de téléphone portable, ça passera directement par le corps humain. Il est fort probable qu'ils aient commencé à déployer un petit peu cette technologie. Très bien. Et j'ai une autre question. Je pense qu'il y a d'autres collectifs. Je me rappelle pas du nom. Par contre, je sais que ce sont des Espagnols et des Italiens qui ont aussi se sont penchés sur la question. Est-ce que vous êtes en relation avec eux? Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous appuyez vos recherches? Voilà. Est-ce que Alors, je pense que tu fais référence à Quinta Columna, la Exactement, cinquième c'est ça. colonne, avec qui on a beaucoup échangé et on continue, qui ont repris notre travail pour le publier en anglais, en espagnol, en français, et avec qui on a beaucoup échangé. Ils travaillent dans leur secteur, nous dans le nôtre, mais c'est tout à fait compatible et intéressant. En fait, on ne travaille pas en collaboration, mais par contre, on échange nos travaux et on se suit l'un l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous, on a pu vraiment confirmer que toutes les observations sont justes. Hein, vraiment, on a exactement les mêmes images sur certaines fioles. Par contre, nous, on a réussi je dis pas, notre différence, en fait, c'est qu'on a complété nos observations par mélanger les injections avec du sang, pour voir comment ça se comportait en présence de tissus humains. Et c'est là qu'on a les plus grandes surprises avec Sébastien, c'est là où on a les plus grandes même peurs, parfois, pour nos proches, parce qu'on a de sérieux problèmes. Dès qu'on le met en contact avec du tissu sanguin, on observe des transformations singulières sur le tissu sanguin, en particulier sur le système immunitaire, qui se trouve assez transformé et franchement rabaissé en fait. On a compris pourquoi, c'est certainement pour que le matériel synthétique soit mieux accepté par le corps. C'est probable. Toujours est-il que le système immunitaire est considérablement rabaissé. Pour pas que le corps rejette la puce ou peu importe. C'est une idée. Internet of Bodies, on peut émettre, je présume, donc les conditions du corps, mais je présume que c'est pour recevoir aussi. Est-ce qu'on pourrait en venir à contrôler non seulement certains organes, mais même la pensée? Dans l'aspect synthétique des gens qui ont été injectés, quand on regarde leur sang, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de graphène, un produit translucide, extrêmement solide et surtout avec des vraies propriétés physico-chimiques remarquables. Mais c'est pas forcément pour notre bien. est-ce que tu peux justement pourquoi c'est remarquable? En quoi c'est remarquable le graphène? Le graphène a une très grande affinité avec les cellules nerveuses. C'est-à-dire que les cellules nerveuses vont préférer pousser sur du graphène que dans leur propre milieu, que dans leur propre liquide rachidien. Et ça, c'est un vrai souci, pour nous en tout cas. C'est qu'ils ont réussi à trouver un matériel plus ou moins biocompatible et sur lequel, en tout cas, notamment les neurones ont une affinité très importante. Ce qui est problématique, c'est que du coup, en fait, ce qu'on peut observer dans ces flacons, si vraiment il y a du graphène, comme on le pense maintenant de plus en plus aujourd'hui, avec toutes les recherches et les études qui ont été faites en Espagne, en Angleterre et ailleurs, c'est que le graphène a une affinité pour tout ce qui est électromagnétique, électrique et magnétique. Et c'est pour ça qu'il va se loger rapidement dans les cellules cardiaques, mais aussi dans le cerveau. Et ça expliquerait énormément d'effets secondaires qu'on peut retrouver, notamment les myocardites, et toutes les pathologies neuronales aussi. Le graphène, du coup, pourrait servir à transmettre des informations de façon très rapide, très rapide même. Mais c'est encore des choses qui sont... c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie tissulaire. On serait d'une part sur de l'ingénierie tissulaire, c'est-à-dire la construction
d'organes, en tout cas de pseudo-organes, de tissus organiques sur un support synthétique, qui est le graphène. En fait, le graphène servirait d'échafaudage pour construire de nouveaux tissus. Et je vois que, comme tu restes prudent, tu n'affirmes pas à 100% que c'est du graphène. Alors justement, pourquoi tu restes prudent et que tu ne peux pas affirmer? Parce qu'en fait, il y a une grosse polémique aujourd'hui. On reste prudent, par contre, on en parle, ouvertement et clairement. On reste prudent parce que nous, en fait, on peut affirmer ce qu'on a vu de nos propres yeux, donc tout ce qu'on observe. On peut affirmer que c'est bien là, on a bien des corps étrangers. Par contre, on n'a pas les outils pour les caractériser, d'accord ? Le problème, c'est ça, c'est qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait des universitaires ou des laboratoires qui puissent analyser ces échantillons-là. Donc, la Quinta Columna l'a très bien faite et affirme que ce que nous, on observe étant semi-transparent, extrêmement plat, parfois sous forme de tube, en fait. Donc, il y a différentes conformations dans l'espace qu'on observe. La Quinta Columna affirme que c'est du graphène. Ils ont fait ce qu'on appelle une spectrométrie Raman, qui permet de caractériser par des petits pics les différents éléments qu'on a, les différents atomes qu'on a, qui constituent le matériau. Ça a été confirmé aussi par Andreas Noack, qui est un des grands chercheurs dans le domaine, qui a été assassiné 3 jours après avoir révélé la présence d'hydroxyde de graphène dans les vaccins. Donc, il y a de grandes suspicions, effectivement, mais ça demande à être confirmé. Encore une fois, on préfère rester prudent, mais il y a plus que des suspicions maintenant. On a même un rapport qui est sorti il y a très très peu de temps, je crois il y a 2 semaines, en Angleterre, où ils ont caractérisé là, également, avec la spectrométrie Raman et d'autres techniques, la présence de graphène dans les 4 types d'injections qui étaient autorisées en Europe. Alors, donc les preuves arrivent, oui, mais vu que ce ne sont pas des preuves issues de nos propres recherches, de nos propres travaux, pour l'instant on reste assez prudent. Je comprends tout à fait, c'est tout à votre honneur de rester prudent. Par contre, pourquoi cette polémique? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a 2 écoles dans ces injections. Il y a l'école c'est des nanotechnologies, du graphène et des parasites, comme vous avez l'air de le dire, ou c'est de l'ARN messager. Donc ça viendrait par... je ne sais plus, je suis pas un scientifique, mais en gros, ça viendrait modifier l'ARN de la cellule pour la changer. Avec tout ce qui est protéine spike, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous devez connaître ça bien mieux que moi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie? Pourquoi il y a 2 écoles et pourquoi on a l'impression qu'il y a une guerre là-dessus, que certains omettent des informations? Enfin voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique? Le graphène, nous on l'a vu. Il est visible avec le microscope qu'on a. C'est un microscope qui descend au micromètre et non au nanomètre. L'ADN ou l'ARN messager, si on veut le voir, c'est forcément, il faut descendre encore plus bas. Il faut voir les choses encore plus petites. C'est pas notre compétence. On ne peut pas le voir et on ne le verra jamais avec notre appareil. Donc la seule chose qu'on puisse voir, c'est le graphène. Et du graphène en couches multiples. Parce que pareil, le graphène, c'est très petit, infiniment petit. Donc si on veut voir quelque chose, c'est que ça s'est empilé, ça s'est accumulé. Ça s'est auto-assemblé. Oui. Et ce qu'on observe, c'est que clairement, maintenant c'est démontré, c'est du graphène. Il y en a dans des quantités impressionnantes chez les gens qui ont été injectés. Et uniquement chez eux. Donc forcément, ça pose question, surtout quand on sait que le graphène a des propriétés de rabaisser le système immunitaire. Alors ça pose question d'abord pour pourquoi on fait ça. Et puis on cherche quand même à savoir ce qu'ils veulent faire à la fin. On a compris qu'il y avait possiblement une idée de construction tissulaire. Mais pour faire quoi de nous? On est un petit peu dans les prémices de ce que certains appellent le transhumanisme, clairement. Et ça, je pense, ça fait tellement peur à certaines personnes qu'il ne faut surtout pas en parler. Et pourtant, les grands de ce monde, de ce courant de pensée, en parlent en permanence sur les grandes chaînes de télé du monde entier. Ouais, mais dans ce que vous dites, moi, les 2 pourraient être vrais, du coup. Il pourrait y avoir de l'ARN messager et... Exact. Alors, c'est curieux, moi je trouve ça curieux que les gens refusent de parler de graphène. Tout à fait. Et de ne privilégier que l'hypothèse de l'ARN messager en omettant les autres possibilités. Je trouve ça un peu... C'est ce qui nous gêne, justement. Quand on met en évidence quelque chose, qu'on cherche à faire comprendre aux gens que c'est forcément ça, sans chercher le reste. Nous, avec toutes les publications qu'on a pu lire, on est persuadé que
le graphène qui est présent, qu'on voit, en tout cas ce qu'on observe, si c'est pas du graphène, il faut qu'on nous explique qu'est-ce que c'est. Et jusqu'à preuve du contraire, aucun scientifique français nous a prouvé que c'était autre chose. Si. Anne-Marie Im nous l'a en partie expliqué. Anne-Marie Im nous a fait la préface du livre. Elle a annoncé certaines choses. Ça correspond. Vous pouvez dire justement ce qu'elle a annoncé? Elle a carrément parlé du graphène. Oui. Est-ce qu'il y en a dans chaque Mais donc personne n'a injection? infirmé le fait que ce qu'on observe, ce n'est pas du graphène. Et si c'est pas du graphène, qu'est-ce que c'est? D'accord? C'est ça qui est important aussi. C'est que dans tous les cas, il y a peut-être de l'ARN messager. C'est bien possible, nous, on ne peut pas le savoir. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, ceux qu'on observe, on a bien des corps étrangers dans toutes les fioles. Et ça, il va bien falloir qu'il y ait des gens, des vrais scientifiques, qui nous expliquent qu'est-ce que c'est. Il y a bien une tromperie sur le contenu des fioles, quel que soit le type de vaccin. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'est notre leitmotiv, c'est qu'il va falloir qu'on ait des explications. On ne peut pas dire, c'est pas mon domaine de compétence, je connais que la protéine spike, je connais que ceci, cela. Non, il va falloir que des gens nous expliquent qu'est-ce qu'on observe. Pourquoi on observe des structures transparentes qui sont analysées par d'autres pays comme étant du graphène. Il y a un espoir qu'on ait la réponse, que quelqu'un de sérieux avec le matériel s'y penche, ou c'est vraiment bloqué, et vous sentez que c'est quelque chose dont il ne faut pas parler? Est-ce que, C'est je sais pas, est-ce que même on vous a fait comprendre qu'il fallait pas? Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous par rapport à ça. Je pense que quoi qu'il en soit, la vérité, elle sortira. Elle est tellement énorme qu'elle ne peut pas s'étouffer. Pour moi. Nous, ce qu'on a constaté, c'est des modifications singulières sur le système immunitaire à cause du graphène, ou en tout cas à cause des injections. On a remarqué des modifications singulières sur la lignée des cellules blanches, des globules blancs, et on voit des phénomènes de fusion. C'est-à-dire que les cellules fusionnent. Vous imaginez forcément, vous mettez deux oranges côte à côte, vous n'allez pas arriver à les faire fusionner. Là, on voit la fusion, on a réussi à la filmer. On voit la fusion de certaines cellules blanches. Alors ça, on l'a observé in vitro, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris le sang de Sébastien ou le mien, et on a injecté du produit. Et on a regardé instantanément au microscope pour voir comment ça fonctionnait. Et on a regardé au bout de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 On a heures, regardé 3 ça heures. entre l'âme et la mêle. Et on a observé les évolutions. Et là, on a vu des polynucléaires neutrophiles. Ce sont une catégorie de globules blancs bien spécifiques. En fait, c'est la première ligne de défense. Quand il y a un corps étranger, quand il y a un virus, une bactérie, un champignon, on a les polynucléaires neutrophiles qui vont venir faire le ménage, en fait, qui vont vraiment être la première immunité qui va défendre l'organisme. Et si l'organisme est dépassé, en fait, au bout de 2-3 jours, il va y avoir une production d'anticorps qui vont être faits par une autre famille de globules blancs qui sont les lymphocytes. Mais la première ligne de défense, ce sont vraiment ces polynucléaires neutrophiles. Et d'ailleurs, ils constituent entre les 2 tiers et les 3/4 des globules blancs. Ce sont les plus nombreux. Et nous, ce qu'on observe, c'est que quand on met de l'injection, ces polynucléaires deviennent erratiques, bougent dans tous les sens, se rassemblent, fusionnent. Il y a énormément de plaquettes qui s'additionnent autour. Et en fait, on se retrouve avec des masses parfois très très grosses. Alors, on a compté jusqu'à 35 cellules, Sébastien. C'est ça. Donc des fois, il y a des fusions énormes. Excusez mon ignorance, mais avec un vaccin normal, j'imagine qu'il y a une telle réaction aussi. Des globules blancs qui s'activent pour protéger le corps. Les globules blancs s'activent, mais isolément, chacun de son côté. Ils se Jamais fusionnent ils vont pas. fusionner. Le phénomène, Non. c'est que Là, c'est on fusionne. voit une fusion et en fait une destruction de la membrane des cellules pour faire une méga cellule. Et tout le contenu du globule blanc est mélangé avec les autres globules blancs. Donc au lieu d'avoir une cellule avec un noyau, on a une cellule avec 35 noyaux, pour la plus grosse qu'on a observée. Et là, ça pose un gros problème, un très gros problème. Ça, on l'a observé donc du coup in vitro, mais après on l'a observé aussi chez des personnes, in vivo, chez des vraies personnes qui avaient reçu 1, 2 ou 3 injections. Et là, ça pose de sérieux problèmes. Et une super cellule comme ça, c'est quoi le résultat? C'est quoi le problème si on a une super cellule comme ça qui Déjà, fusionne? elle est beaucoup moins efficace, Hmm. parce qu'il vaut mieux avoir 3 cellules isolées qu'une seule et même cellule. Déjà, d'une part, elle est inefficace, ou beaucoup moins efficace. À long terme, on ne sait pas ce que ça donne. Vous vous retrouvez avec 3 cellules fusionnées, ça veut dire 3 fois 23 paires de chromosomes. Ce sont des cellules anormales qui potentiellement peuvent être cancérigènes en fait. Si elles se multiplient, ça devient quoi? Et en plus, c'est tellement gros qu'en fait, ça passe pas par tous
par tous les capillaires. Donc du coup, par exemple, dans les extrémités des doigts ou autres, si une cellule passe pas, ça crée un bouchon, donc un thrombus, donc une thrombose, donc derrière tout un tas de choses. Ça peut être des embolies pulmonaires, des AVC, des infarctus, etc. Ça ressemble étrangement à pas mal d'effets secondaires dont on entend parler. Tout à fait. Semblerait, oui. Ce serait une des explications. Vous parlez bien de la fusion de globules blancs. Tout à fait. Ouais, ça. d'accord. La fusion Alors, de est-ce que globules c'est un blancs. phénomène qu'on avait aussi déjà observé dans d'autres situations, dans d'autres pathologies précédemment? Parce que la thrombose, en fait, qu'est-ce qui provoque classiquement une thrombose? C'est la fusion des globules blancs ou des globules Non, blancs ou c'est autre c'est un chose? phénomène Jamais. naturel qui peut avoir lieu dans certaines circonstances, bien précises. Mais là, en l'occurrence, c'est bien le graphène, c'est documenté, qui produit ce genre de phénomène. On le voit, nous, entre l'âme et la mêle, on le voit. On voit que les plaquettes se réunissent, pareil, comme les globules blancs, elles se regroupent et elles coagulent sur l'âme. En général, pour répondre à ta question, ce qui provoque une thrombose, ça va être justement les plaquettes qui vont s'agglutiner, qui vont former des caillots et qui vont derrière boucher des artères ou autres. Donc les fusions de globules blancs, on n'avait jamais observé ça Alors, avant. On l'a jamais observé, des fusions de polynucléaires neutrophiles, Oui, ce qu'on d'accord. observe Oui. là. Qui est Ça, une des familles. effectivement, Oui, oui, non, oui. jamais. Oui. Par contre, il y a d'autres pathologies dans lesquelles on voit dans lequel on voit des fusions cellulaires. Par exemple, une des plus documentées, voire une des seules, c'est avec le VIH, où il y aurait des fusions de lymphocytes B. Et il y a aussi, donc là on a parlé de l'analyse du sang que vous avez fait in vivo et in vitro. Donc là je suppose que vous avez reçu des fioles de sang de gens qui avaient été injectés et que vous avez observé, c'est ça? On va dire que l'idée, c'est ça. Ça veut dire quoi l'idée, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont venus à la maison parce qu'ils voulaient voir leur sang. Ok. Donc nous, on a fait ça. Alors, on leur a fait voir leur sang. Ils sont partis avec des photos, des vidéos de leur propre sang pour pouvoir en discuter avec leur médecin. Ok, ça, c'est- Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Pour le moment, ça crie, ça hurle. Ah oui. Mais pourquoi pour certaines personnes, je veux dire, il y en a qui sont encore en pleine forme, là? Ça peut être un processus très lent, je présume. Tout à fait, c'est un processus très lent. Alors moi, j'aimerais dire deux choses vis-à-vis de ça. C'est qu'effectivement, on a des personnes qui n'ont absolument aucun symptôme et d'autres qui ont des pathologies qui commencent à être importantes. Et en fait, quel que soit le profil, on retrouve un sang qui est vraiment... on ne peut plus le caractériser de normal. On a, si vous voulez, une sorte de contamination, en tout cas des corps étrangers qui se trouvent, donc du graphène et d'autres choses. On a des fusions cellulaires et que la personne ait des symptômes ou pas, en fait, on a quasiment systématiquement une formule sanguine qui est bousculée par rapport à ce qu'on connaît. Par contre, vis-à-vis des effets indésirables, effectivement, ça ne veut pas dire que selon une personne, on n'est pas tous égaux face à la maladie. Donc il y a des personnes qui vont pouvoir, par exemple, avoir un mode de vie très très malsain et n'avoir aucun problème pendant 30 ou 40 ans. Et d'autres qui vont faire juste un écart une fois par semaine ou une fois par mois et puis qui vont se retrouver avec un gros problème. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas une tolérance identique selon les personnes. Il y a des fragilités. Et selon les fragilités, en fait, il va y avoir des pathologies plus auto-immunes, plus de cancer, plus, etc. cardiaque. Est-ce qu'il y a une façon, une approche naturopathique ou peu importe, holistique pour nettoyer ça? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question qui est vraiment... Parce qu'on entend toutes sortes de choses. Ah, Hyper prenez tel complexe. ou tel produit, mais... À ce jour, nous, on n'a aucune donnée là-dessus et aucune preuve. Le premier remède naturopathique, c'est déjà de se faire confiance et de ne pas se faire injecter un produit qu'on ne connaît pas. Mais est-ce Donc, que c'est une fatalité pour les gens qui écoutent donc- puis qui sont injectés, qui ont peur en ce moment? Eh bien, ils ont au moins le droit et le devoir de porter plainte pour empoisonnement. les solutions viendront, mais il faut qu'il y ait suffisamment de personnes en fait, qui soient conscientes qu'il y a un problème, qu'elles l'admettent, qu'elles le reconnaissent, qu'elles sortent du déni. Mhm. Et à partir de là, effectivement, il y aura de plus en plus de personnes qui vont demander de l'aide et du soutien. Nous, dans notre collectif, on ne peut pas faire des milliers et des milliers d'observations avec des personnes qui vont prendre tel ou tel produit pour voir s'il y a quelque chose qui se passe et s'il y a une amélioration.
Quoi qu'il en soit, effectivement, après, selon la problématique de la personne, il y a tout un tas de choses à faire. Donc ça dépend quel organe est touché. Encore une fois, le problème avec ces injections, c'est qu'il y a tellement une diversité de symptômes qu'on ne peut pas donner une solution miracle à tout le monde. Ça s'attaque à l'endroit qui a une faiblesse dans le corps. Tout à Semble-t-il. Tout à fait. Ouais, semble-t-il. C'est comme ça qu'on le voit. Oui. Mais dans vos observations, vous en avez fait combien de personnes qui avaient été injectées? Vous avez un échantillon assez conséquent? De mémoire, je pense avoir fait à peu près 400 lames. Donc ça ne veut pas dire 400 personnes. Oui, ça bien veut dire entendu. à peu près... je pense qu'on est à peu près entre 50 et 80 personnes. Et à chaque fois, vous avez remarqué des anomalies? À chaque fois, les mêmes types d'anomalies. Donc la théorie du VP, de l'ex-VP Michael Yeadon de Pfizer, qui nous expliquait qu'il y avait des lots plus ou moins du placebo et d'autres où ils contenaient de l'ARN messager. Je pense que c'est la théorie qui tient. Oui. Donc vous ne l'avez pas observé? Non, parce qu'on n'a pas fait assez d'observations. Et que nous, en tous les cas, ceux qu'on a observés, on a trouvé des éléments douteux à chaque fois. Les observations que vous avez faites, c'est dans la même région, dans le même secteur géographique? Sud de la France, oui. Oui, le problème c'est ça, c'est qu'en fait on a fait, on ne veut pas trop donner de détails parce qu'effectivement c'est délicat, mais en tout cas il y a eu au moins 3 départements différents sur lesquels on a eu des flacons différents. Donc je pense qu'effectivement on a une sorte de diversité de provenance qui peut permettre d'avoir, en tout cas on a différents lots avec des numéros de lots différents qui montrent qu'en fait à chaque fois on a des choses qui sont assez troublantes. Donc effectivement nous sur une quinzaine de flacons on n'a trouvé aucun placebo, 0. Donc logiquement s'il y avait un tiers de placebo on aurait dû en trouver 5 ou au minimum 1. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu peut-être au tout début aussi, ou alors dans certains pays ou à certaines époques. Voilà, c'est assez complexe. En tout cas, effectivement, nous, on invite tout le monde à surtout arrêter de continuer à faire des injections parce que plus on fait de doses, plus il y a un risque d'avoir des problèmes et de tomber sur un lot qui sera peut-être un peu plus délétère que le précédent. Moi, j'ai une double question. Alors, pour porter plainte, est-ce que ce serait un avantage de pouvoir produire, la preuve d'un examen sanguin comme vous le faites? Parce que je crois vous avoir entendu dire lors d'une autre intervention que les analyses de sang se font de manière microscopique, mais à une échelle beaucoup plus petite que à une échelle inobservable. C'est fait par des machines, oui. C'est tout à fait automatisé. Alors, est-ce que si on porte plainte, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir de se baser sur des analyses pratiquées avec des observations comme vous l'avez fait, observations physiques, par l'œil, par le microscope? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes au courant si dans d'autres régions de France ou d'Europe ou du monde d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont fait les mêmes analyses des analyses semblables aux vôtres? Alors effectivement, pour moi, je pense que les deux analyses sont vraiment complémentaires. Enfin, les deux analyses. L'analyse officielle faite en laboratoire est très importante et fondamentale parce qu'au niveau d'un tribunal ou d'une décision judiciaire ou d'une plainte on aura des éléments, des données qui sont assez factuelles. Et on va dire l'observation qu'on peut faire de sang frais est complémentaire en fait, parce qu'elle prouve qu'il y a une intoxication du sang. Il y a une sorte de... on peut dire ça comme ça, comme s'il y avait une intoxication du sang. En tout cas, des éléments des corps étrangers qui sont présents qui ne devraient pas s'y trouver et qui donc peuvent amener à des conclusions derrière, pour le coup scientifiques, et qui pourraient aider derrière à la plainte à être favorable à la personne qui a subi des effets En termes indésirables. de plainte, la première plainte la plus facile à porter, c'est que vous avez été injecté avec un produit totalement inconnu et que ça a déclenché certaines choses qu'on ne peut pas encore totalement quantifier. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que ceux qui ont été injectés ont développé un Covid dans les 3 semaines à 1 mois qui ont suivi. Alors qu'un vaccin produise la maladie, c'est quand même déjà un effet secondaire. Et ça, vous pouvez le chiffrer, parce que vous avez votre date d'injection et possiblement votre date de contamination qui a suivi. Là, c'est déjà troublant. Vous avez des éléments probants
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est pas arrivé que des vaccins classiques provoquent, les premières formules, enfin comme on nous explique que c'est fait à l'école primaire, hein, provoquent des formes atténuées de la maladie que c'est censé, contre lesquelles c'est censé protéger. C'est même la théorie. C'est la théorie des, oui. Ça doit pouvoir se trouver, hein, mais les gens qui ont eu le Covid après injection, ils sont pas toujours là à dire que ce sont des formes atténuées. Mais ils l'ont eu moins fort. Oui, C'est ça. c'est narratif, on a le droit d'y croire. Mais c'est quand même dangereux ce que vous dénoncez. Vous avez pas peur? Si Je on était ris, dans mais la- c'est absolument pas drôle. Effectivement. Amélie, si on avait peur, on serait pas là, en fait. J'imagine. Donc, on serait resté à la maison, on aurait dit, bon, ben ok, on a observé des choses étranges, et puis on dit rien à personne. Au Ben, revoir. c'est certain que dans votre processus, il y a des gens qui ont dû vous dire non, touchez pas à ça. Après, avec- on a le droit de mourir comment, en fait, dans une vie? En toute dignité. En toute Oui. dignité, avec un petit peu de courage, Ouais. ou au fond d'un EHPAD? Non, je suis d'accord avec vous. De toute façon, ça doit être plus fort que vous. Bah oui. Peu importe. C'est plus fort que nous. Avec tout ce qu'on a vu, on peut pas rester la bouche fermée et dire on n'a rien vu, on sait rien, et puis débrouillez-vous. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et se dire bon, là on a une patate chaude, qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas, on est obligé de révéler la vérité aux gens. Ils ont été trompés, et ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on tient, c'est de donner une petite partie de la vérité, ce que nous on a observé, les gens ont été trompés. Le contenu des injections n'est pas ce qui est écrit sur l'étiquette. Ça, c'est une première base juridique sur laquelle on peut se battre. Et je pense que c'est vraiment un message important. Et le livre, il était facilement publiable, facilement diffusable, on le trouve partout. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Pour l'instant, on est en auto-édition. Donc, on le trouve sur notre site internet www.nextdose.fr. nextdose.fr. On les mettra dans les liens de toute façon. Voilà. Il y avait une deuxième question que tu avais posée. Est-ce que vous avez connaissance de personnes qui, dans d'autres régions de France ou d'Europe ou du monde, auraient fait les mêmes analyses que vous? Vous avez À ma rencontré- connaissance, il n'y a pas eu d'observation aussi poussée que les nôtres. Pour qu'on arrive quand même à capturer par écran la fusion cellulaire, ça on est sûr qu'on est les seuls à l'avoir fait. Donc c'est une première, tant mieux pour nous. Vous n'aurez pas le prix Nobel. Hein. On n'attend pas ça. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. De toute façon, on n'en veut même pas. C'est clair. Non, c'est ça. C'est clair. Si vous l'avez, vous vous inquiétez. Bah, disons que si c'est l'OMS qui nous le transmet, on va être un peu Non, embêtés. Alors, si après- vraiment on vous le donne, il faut vous inquiéter dans les jours qui suivent, quoi. C'est ça. Ouais, Pas faux. Tout à fait. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à savoir de plus en plus, y compris des personnes qui ont été trompées et qui nous demandent quel type de microscope on a acheté, est-ce qu'on peut utiliser tel matériel, etc. Est-ce qu'on peut reproduire nous-mêmes vos travaux pour monter un petit groupe local dans notre département et essayer de faire bouger les choses et de faire prendre conscience aux gens, etc. Et donc, on a soutenu quelques personnes comme ça pour essayer d'y voir plus clair et puis de créer des petites équipes locales dans d'autres secteurs. J'imagine que ce chez sont nous. des gens qui ont quand même des connaissances en biologie au départ. Oui, il y avait notamment En partie. un médecin. Oui. D'accord. Un médecin. Partie, mais pas que. Mais pas que. Il y a des Parfois, amateurs c'est aussi. Il y a des amateurs c'est pas grave. complets Oui, oui, et c'est pas grave. et c'est aussi tout à leur honneur. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que juste une simple question, mais très pragmatique, ça coûte combien on va dire un microscope qui permet de faire des observations? Merci de C'est-à-dire- l'avoir demandé. Ah, voilà, tu vois. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu sérieux, mais pas trop poussé, faut compter 1 000 euros. Voilà. Ben, c'est C'est accessible. hein. Ça reste accessible. On n'aura Oui. pas forcément une très belle image, on n'aura pas forcément une belle qualité, mais on peut chercher à comprendre. Nous, le nôtre en l'occurrence, on l'a payé tout compris, hein, la caméra, le microscope et le montage informatique, il y en a eu pour 6 000 euros. Ah, quand même, Oui. c'est mieux que je pensais. Oui. Mais moi aussi. je voulais parler du mythe que c'est contagieux, qu'une personne vaccinée pouvait contaminer une personne non vaccinée. Oui. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, ça s'appelle le shading. Ça a été démontré par pas mal de scientifiques, dont Hélène Madoun. Nous, actuellement, par le microscope, on a testé, parce qu'on a eu un couple, enfin 3 couples, un vacciné, l'autre non vacciné, et on n'a pas trouvé de différence. Voilà, on est plutôt rassuré là-dessus. On n'a pas, au microscope, observé de différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, ça veut dire qu'avec nos moyens, on n'a pas réussi à voir. Nous, on reste quand même relativement rassurés, puisqu'effectivement, une personne qui n'a pas été injectée et qui vit au quotidien avec une famille qui a été vaccinée, en fait, elle n'a pas d'adresse MAC.
Donc voilà, elle n'a pas de puce. Il n'y a pas de transformation au niveau de ses globules blancs, donc elle a encore un système immunitaire qui fonctionne. Et ça, c'est quand même hyper important. Mais effectivement, par moment, il peut y avoir des petits désordres et une toux, quelque chose qui démange, etc. Donc il peut y avoir des petits troubles qui apparaissent par peut-être une transmission, effectivement, alors soit pour le coup, soit de protéines spike, soit de graphène, soit d'autres petits éléments. Mais étant donné qu'elle a gardé son système immunitaire encore sain, en fait, du coup, ça se passe relativement bien dans la grande majorité des cas. Par contre, une personne qui peut être affaiblie, voire un enfant, effectivement, peut-être qu'éventuellement, là, il pourrait y avoir des problèmes. Ce sont les travaux d'Hervé Seligman qui travaillent là-dessus aussi, qui posent question, effectivement, notamment chez les enfants. Mais après, voilà, nous, on reste quand même assez rassurés vis-à-vis de ce qu'on observe au microscope. Peut-être une dernière question pour vous. Après, je laisserai mes chroniqueurs s'ils en ont d'autres. Mais est-ce que votre vie a changé depuis ? Je veux dire, comment vos proches réagissent à tout ça ? Est-ce que vous avez encore des amis ? Comment ça fonctionne ? Parce que vous arrivez, vous le dites, ton sang, ça va pas le faire. Voilà, ça doit être quand même quelque chose dans le quotidien qui va pas être facile à vivre. Est-ce que vous vivez encore sur votre propre identité ? Des choses comme ça, basiques, quoi. En fait, bon, déjà, du point de vue familial, les compagnies, comme tout le monde, on a souffert de rupture familiale, de rupture d'amitié. Ils veulent pas vous croire. Ils ne veulent pas nous croire. Incroyable. Pendant très longtemps, on n'a pas voulu nous croire. Aujourd'hui, certains commencent à ouvrir les yeux, mais ça reste une petite minorité, pardon. La plupart sont dans le déni encore aujourd'hui. Et ça, c'est très triste, parce qu'on voit qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui ont des effets indésirables régulièrement, ou qui ont des rhumes, maladies chroniques, on va dire, semaines. ou qui ont des réactions du corps complètement anormales avec un tout petit problème de départ, comme une piqûre d'insecte. Et donc là, ça commence à être un petit peu inquiétant. Des fois, on se dit, bon, est-ce qu'ils réalisent réellement qu'il y a quand même un souci et quand est-ce qu'on va sortir de cette omerta ? Donc effectivement, ça fait des fois du ménage dans l'entourage plutôt amical. Après, ça crée aussi d'autres liens. Nous, on a soudé des liens très très forts avec par exemple, des gilets jaunes de notre région. Et ce sont des personnes avec qui on peut parler de tout, et même des personnes parfois qui ont été injectées. Et au final, les gens, à partir du moment où ils prennent conscience des choses, on sait qu'on peut avancer ensemble, se soutenir les uns les autres. Nous, l'intérêt, c'est pas de diviser la société, au contraire, c'est de refaire société. Ils ont tout fait pour diviser les gens, et aujourd'hui, on ne demande plus que jamais que les gens se ressoudent, autant dans les familles que dans les groupes. C'est hyper important. On n'a pas de colère après les insultes et compagnie. On a compris la situation et on a compris ce que les gouvernements successifs avaient cherché à faire. Nous, on cherche à regrouper. Ce qui est fou quand même, parce que ce que vous vivez, on l'a tous vécu à une échelle ou à une autre, mais vous auriez dû être immunisé, entre guillemets, puisque vous avez quand même une crédibilité scientifique et professionnelle qui aurait dû vous protéger contre des réactions aussi... En effet. Alors après, l'humain, il est comme il est. Et c'est pas si simple de comprendre tout ça. Moi, j'ai ma nièce qui m'a repoussé rapidement, parce que j'étais devenu anti-vax. Ah oui. Bon. Même en montrant les vidéos. Elle n'a pas voulu les voir. Elle n'a même pas regardé. Ça n'existe pas. C'est le déni total. Oui. Elle ne veut surtout pas les voir. Et quand on commence à aborder le sujet, on voit que c'est de suite très, très réfractaire et vraiment opposé à toute discussion. On peut dire que ce sont les mots anti-vax, complotistes, etc., qui sont des virus qui agissent vraiment comme des malédictions contagieuses, pour le coup. La langue française est une langue merveilleuse. Et si on sait s'en servir, et ils savent s'en servir, on peut l'inverser. Et ça devient du coup incompréhensible. Un rond devient un carré. Juste une dernière question. Vous parlez de Hill depuis le début, mais c'est qui Hill ? Ils ont fait ci, ils font ça, ils font ci, ils font ça. Si on peut citer, moi ça m'est égal, je veux dire, c'est connu maintenant. Il veut des noms. Allons-y, Non, mais, ou alors une impression générale, je ne sais pas, mais sur ce Hill est très impersonnel, je ne sais pas. Oui, on va attaquer les morceaux. On peut parler du World Economic Forum. On est d'accord là-dessus, avec Monsieur Schwab qui chapeaute tout ça. On vous laisse la responsabilité de vos propos, bien sûr. Merci de ton soutien. Il suffit de lire son livre. Il s'en cache pas, il suffit de lire son livre.
Tout à fait, la 4e révolution industrielle, il est très très clair là-dessus. La connexion homme-machine, pour lui, c'est déjà dans les cartons. Mais il laisse sous-entendre que ce serait notre choix, Oui. pas qu'on va nous l'imposer par injection. Et là, le problème Bien sûr. éthique. Bien sûr, il y a des problèmes d'éthique. Donc voilà, là c'est une des personnes, mais on pourrait citer Laurent Alexandre par exemple. Notre ami aussi. Il habite en Belgique. Eh bien, je le salue s'il nous écoute. Vous pouvez le reprendre avec vous si vous voulez. Voilà, non, on vous le laisse, on en a aussi chez nous. Moi, je propose, je réitère l'invitation. On reçoit avec plaisir Laurent Alexandre pour qu'il puisse s'expliquer sur le sujet. On reçoit vraiment tout le monde, donc Voilà. il est le bienvenu. Après, j'aime bien citer aussi Yuval Harari, qui a dit Oui, clairement j'ai que aujourd'hui les humains étaient piratables. Oui. Donc pourquoi ils seraient piratables? C'est-à-dire qu'ils ont déjà injecté des produits avec des objets connectés dedans. Pourquoi les humains seraient piratables? Et il dit lui-même que effectivement maintenant on a des informations sous la peau. Donc je ne sais pas qui est on là aussi, mais apparemment il a des informations très précises. Ça serait bien de creuser. Ouais. Et ils Bah, s'en on réjouissent l'invite en aussi. plus. hein. Il a dit qu'on Yuval n'avait plus Noah de Harari. libre arbitre. C'était terminé, ça. L'ère où le free will qu'il disait. Donc là, l'humain n'a plus le free will. Alors, pourquoi il dit ça? C'est intéressant. Soudainement, pourquoi on ne peut plus décider pour nous-mêmes comme si on serait télécommandé? C'est ça. On a Monsieur Véran, à qui je me permets ce petit message. Une dose, c'est une injection. Une infection, une injection. Mais l'essentiel, c'est qu'on ait au moins une dose. Ce sont vos propres paroles. On l'invite également à tout hasard. Oui. S'il tombe Mais- sur cette émission, s'il est disponible en Belgique, C'est un on grand reçoit fan, aussi. je pense, de l'émission. Mais après, On en a- faut quand même on aussi en citer manque pas. peut-être Bill Gates, quand même. Ouais, parce oui. que c'est Ah oui. aussi... Il est sympa. et sa fondation, en tant qu'affaire. Mais ils vont faire quoi avec Partie des promoteurs. les petits résistants qui ne sont pas vaccinés? Nous, on va vivre comme au Moyen-Âge, un peu retardé. C'est étrange. Je sais que vous pouvez... tu sais, c'est pas scientifique, vous pouvez pas répondre. Ah, c'est plus du... Là, ça sort de Là, c'est notre des spéculations. champ de compétences. Mais, oui, c'est- mais moi, je suis curieuse de savoir votre opinion. Je sais pas, mais comme il y a déjà, a priori, il y aurait 17 millions de décès post-injection entre l'Europe et les Américains, je voudrais savoir s'ils vont faire effectivement des survivants. Alors, il va rester juste les résistants. On va être comme une population de moutons noirs non obéissants. C'est étrange. Non, il leur faut une catégorie de personnes qui auront toléré ces injections. C'est Et clair. il y en aura, bien sûr. Heureusement, l'homme est quand même assez résistant dans son corps. Et il y aura toujours une petite poignée de personnes qui auront subi toutes les tortures du monde et qui finalement seront toujours là. Donc ça, ils vont s'en servir de façon tout à fait inhumaine. Mais apparemment, ça ne les dérangera plus, sinon plus... justement plus d'âme. Mais c'est ça qui est intéressant dans des psychopathologies de ce genre-là, c'est qu'ils se croient tout permis tout le temps, sans voir jamais aucune limite. Les limites arrivent, messieurs. Oui. Et, sur un plan très très général, je crois que la vie est plus forte. Oui. Ils se prennent pour des dieux. Et c'est une aberration. Comme tu as dit, psychopathologie, oui, Oui. effectivement. Au sens pur du terme. Mhm. On est en pathologie psychiatrique. Et oui, messieurs. Et ben, je vais vous poser la question de c'est quoi l'avenir de Nextdose? Où vous voulez aller? Quels sont les prochains projets que vous avez? Et aussi, on peut vous suivre. Je crois que tu as parlé du site www.nextdose, comme next suivant, donc next C'est ça. N-E-X-T, et Tout à dose fait. comme la dose, donc D-O-S-E.fr, c'est ça? .fr, oui. Il y a d'autres projets en cours? Ben, on va faire un 3e volet en fait. Donc on a fait déjà deux épisodes de Nextdose d'une demi-heure et on va faire Nextdose 3 pour vraiment enfoncer le clou. On a matière à faire. On a encore en fait, je pense, beaucoup d'images qu'on n'a pas exploitées. Voilà. On n'en dira pas plus sur la suite après. Voilà. Nextdose 3 s'appelle donc Faut-il encore des preuves? Voilà. Puisqu'on amène les preuves ultimes de cet empoisonnement. Ben, messieurs, je vous remercie. Je rappelle, on recevait Nextdose avec Sébastien et Guillaume, qu'ils ont écrit en autopublication La vie de deux soignants bien emmerdants. Vous avez remarqué, ils sont emmerdants, Oui, en oui. effet. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et je trouve qu'il est salutaire. Merci à vous. Et je vous aussi. souhaite du courage. Et j'inviterai tous nos auditeurs à aller sur votre site, à regarder. On mettra tout ça en lien.
Messieurs, merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Au revoir, chers auditeurs.